Alors, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir rejoint ce webinaire. Merci pour votre temps. Nous espérons que vous allez bien en cette période qui est un peu particulière, que ce soit au niveau personnel et professionnel. Nous sommes ravis de vous accueillir dans le cadre de ce webinaire qui a pour thème anticiper l'après-Covid-19 grâce à une stratégie locale adaptée. Donc, ce que nous allons faire, on va discuter, échanger, notamment avec Xavier Marvaldi, qui est le digital lead au sein du groupe Mobivia. Il va pouvoir, je vais laisser Xavier présenter le groupe, présenter le groupe un peu plus longuement après. Nous avons également avec nous Joël Bringer-Letouzé, qui est VP Sales au sein de DAC. Je laisserai Joël présenter qui est DAC, et moi-même, Cédric Bélanger. Donc, je suis directeur digital média au sein de DAC, au sein de l'agence DAC en France. J'ai plus de 15 ans d'expérience en digital, que ce soit chez l'annonceur et en agence, dans différents secteurs, que ce soit luxe ou assurance. Donc moi, je dirige la partie commerciale depuis 3 ans maintenant, que DAC est implanté en France. Donc j'ai fait partie du lancement de DAC et du développement de DAC en France depuis 3 ans maintenant. On est très content d'avoir Xavier à nos côtés pour témoigner de notre collaboration et de l'enjeu de Noroto, qui nous a confié cette mission de les accompagner sur ces parties de performance digitale. Bien, donc Xavier Marvaldi, je dirige effectivement le digital chez Mobivia. Mobivia, c'est la maison mère de Noroto et Midas, notamment, des marques qui sont connues en France, mais aussi d'Ateo en Allemagne, de Carter Cash, enfin d'un certain nombre d'enseignes, on y reviendra. Et je suis chez Mobivia depuis un peu plus de 2 ans. Donc, pour vous présenter DAC, DAC, donc, comme on vous l'a dit, à 3 ans en France, donc c'est encore un petit bébé. Mais au niveau mondial, c'est un gros groupe puisqu'on est plus de 450 salariés dans le monde, on existe depuis une 50aine d'années. C'est un groupe d'origine canadienne. Le siège est basé à Toronto, donc 14 bureaux entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Et on a plus de 200 clients dans le monde. Voilà. Et ce qui est vraiment, ce qui nous ressemble, c'est cette notion donc d'accélérateur de performance digitale locale, avec donc plusieurs solutions. Un premier pilier, le marketing stratégique, tout ce qui est études et recherches, qui nous permettent donc d'analyser les environnements et les cibles de nos clients, notamment grâce à la création de personas. Un deuxième pilier, marketing digital. Donc, grâce à ces études et ces recherches, on va pouvoir mettre en place des stratégies digitales avec la production de contenu adapté, avec du paid media, mais aussi avec de l'optimisation de SEO et notamment notre fameuse plateforme de présence management, solution de présence management qu'on va aborder un petit peu plus dans le cadre de ce webinaire, et puis tout ce qui est aussi production de communication d'influence pour améliorer le earned media. Un troisième pilier, donc digital intelligence, qui est géré par toutes nos équipes analytics. On est très porté sur l'analytics chez DAC parce que ils sont en permanence en train de monitorer la performance pour l'optimiser au quotidien. Et puis un dernier pilier on va rapidement aborder aujourd'hui, qui concerne toutes nos technologies propriétaires. On a mis en place pas mal de technos chez DAC pour accompagner au mieux nos clients. Voilà. Cette slide dont on est assez fiers parce que c'est donc une certification Forrester, grosse caution de cet institut que vous connaissez probablement tous, puisque DAC a été classé parmi les 10 meilleurs acteurs de performance marketing, et ce au sein de 400 agences. Donc on est assez fiers de cette nomination en 2019.
Voilà quelques références. Bon, Noroto, je crois que vous l'avez compris, mais aussi MAC Cosmetics, qui fait partie du groupe Estée Lauder. On travaille aussi avec le FCB Barcelone, et puis avec des marques de retail en France, marques premium comme Repetto, comme Baccarat, ou encore Obad et Armor Luxe, et Starbucks, qu'on ne présente plus. Quelques références maintenant. Repetto, puisque je vous en ai parlé, on a généré plus de 22% de trafic en magasin en l'espace de moins d'un an. Pour Starbucks, des grosses performances en termes de visibilité, puisqu'on a fait plus 95% en même pas 3 mois. Pour le Barça, on a réussi à vendre 2 fois plus de tickets en une saison. Et Best Western, c'est au niveau des réservations et grâce à nos solutions de contenu et de SEA qu'on a pu générer plus de 37% des réservations en ligne. Je laisse la main du coup à notre invité d'honneur, Xavier, pour que tu nous parles un petit peu de Noroto plus particulièrement. Merci Joël. Donc effectivement, Noroto, c'est une des enseignes et c'est l'ancienne fondatrice du groupe Mobivia. C'est né il y a 50 ans par la création de Noroto. C'est aujourd'hui le leader européen de l'entretien et de l'équipement automobile avec des marques comme Midas et ATU en Allemagne, mais c'est aussi un des premiers investisseurs dans les nouvelles mobilités, donc actionnaire de Vélib avec les startups Smooth et Smooth & Go, actionnaire de Hitch, de Drivey, de Gojek en Indonésie, bref, un des premiers investisseurs mondiaux dans les nouvelles mobilités. Donc, on prépare aussi l'après automobile. Aujourd'hui, c'est un groupe de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires et le cœur de l'activité, ça reste quand même les centres auto, c'est-à-dire un concept qui allie un magasin et un atelier pour à la fois entretenir, prendre soin et équiper son automobile et donc venir apporter des solutions aux automobilistes. Noroto, c'est 656 centres, effectivement, à travers l'Europe. ATU, c'est 600. Midas, donc au total, on est sur 2200 centres pour le groupe. Et notre présence est dans 7 pays. Noroto représente un peu plus de 6 000 collaborateurs en France. 11 000 en Europe et le groupe Mobivia, c'est une vingtaine de milliers de collaborateurs. On est un employeur, on fait partie des retailers du Nord avec un certain nombre de valeurs humaines qui font que au quotidien, le travail chez Noroto, ça dépasse la pure génération économique. Et donc, on a de belles récompenses là-dessus. Great Place to Work, Top Employeur France, dont on est très fiers et très heureux pour nos collaborateurs. Moi, j'ai rejoint Mobivia il y a 2 ans à peu près pour prendre la responsabilité de la transformation digitale. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a rassemblé l'informatique, tous les sujets e-commerce et les projets de transformation digitale dans une organisation unique qu'on a appelée la DigiForce, une force agile et rebelle au service de la transformation de l'empire de l'intérieur et qui donc s'est organisée en squad agile pour regrouper finalement tous ces métiers, ce continuum de métiers qui font de la technologie ou qui travaillent dans ces nouveaux métiers pour accompagner nos enseignes et particulièrement Noroto qui est la grande sœur dans leur transformation digitale et réinventer nos modèles. Donc depuis 2 ans, nous avons structuré cette approche, une organisation agile. Et dans les sujets que nous avons abordés, il y avait effectivement la problématique de la présence locale de nos points de vente, de nos centres auto, avec énormément de difficultés, des données qui étaient erronées, des photos qui étaient moches, des épingles qui n'étaient pas placées au bon endroit sur la carte, des horaires qui étaient faux, des prestations
qui n'étaient pas justes, etc. Et donc, quand on s'est posé la question de comment améliorer ce Schmilblick, on est tombé sur DAC et sur Joël. J'enchaîne sur la réponse de DAC, qui est double. On a commencé par, on a deux solutions qu'on a mis en place. Donc la première était liée au Store Locator. On a développé from scratch un nouveau Store Locator pour une meilleure expérience client et pour des pages locales optimisées. Une seconde solution qui est notre fameuse solution de présence management. Pour ceux qui ne connaissent pas le présence management, c'est ce qui permet du coup d'envoyer des informations locales. Donc tout ce qui est en effet numéro de téléphone, horaire d'ouverture, adresse, etc. Aux différents moteurs de recherche. Que comme vous les voyez là, on couvre tous les moteurs de recherche, mais aussi réseaux sociaux. On est partenaire d'une centaine de moteurs de recherche et de réseaux sociaux. Tout ça dans le but d'optimiser la position de chacun des 650 centres Nord-Auto. Lors de la requête, je cherche un centre auto près de moi. Je laisse la parole à Cédric qui va nous parler un petit peu plus particulièrement de l'enjeu actuel lié au Covid et de comment DAC, quelle est la méthodologie de DAC et comment on a pu l'apporter à Nord-Auto. On va aborder le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, celui du Covid-19. Donc, c'est un élément qui est assez, même très important pour nous, c'est d'identifier ce qui est en train d'arriver comme un signe noir. C'est Nassim Nicolas Taleb qui est un économiste américain franco-libanais qui explique ce qu'est un signe noir. En fait, c'est tout simplement qu'auparavant, jusqu'au XVIIe siècle en Europe, quand on demandait à un Européen de quelle couleur était un signe, inlassablement, il allait dire blanc parce qu'il n'avait vu dans le passé que des signes blancs. Et au XVIIe siècle, quand les Européens sont arrivés en Australie, ils ont découvert des signes noirs. Donc, ce qui était un événement qui n'était absolument pas prévisible, en fait, peut arriver. Et ça, donc, Nassim Nicolas Taleb le définit comme un certain événement imprévisible qui a une faible probabilité de se dérouler et qui, s'il se réalise, a des conséquences et d'une portée considérable et exceptionnelle. Et a posteriori, en fait, on pense toujours qu'on aurait pu le prévoir, mais juste avant le signe noir, on peut pas le prévoir. Et pourquoi c'est important dans notre cadre, c'est-à-dire que toutes les données historiques que nous avons, en fait, deviennent rapidement obsolètes. On va beaucoup parler dans le cadre de ce webinaire de comportement consommateur, c'est le cas. Donc, par exemple, différents signes noirs qui ont, lors des 30 dernières années, parcouru nos vies. Le premier, un des premiers, c'est le mur de Berlin qui s'écroule en 89. Donc ça, c'était un élément qu'on ne pouvait pas forcément prévoir, mais qui a structuré, défini toute la décennie des années 90. Un autre plus récent, celui-ci, et qui était l'exemple principal du livre de Taleb sur le signe noir, c'est le 11 septembre, qui en 2001 a complètement redéfini tous les comportements et la géopolitique de manière très, très générale dans les années 2000. La crise, troisième signe noir, encore plus récent, c'est la crise des subprimes, la crise financière, avec la faillite de la banque Lehman Brothers, qui a encore une fois défini toute la décennie 2010. Et enfin, le quatrième signe noir, donc celui que nous vivons actuellement, celui de la pandémie de Covid-19, qui est apparue en novembre-décembre en Chine et qui a commencé à vraiment avoir un impact en Europe à partir de février et qui a créé, comme on le sait tous, un confinement qui doit s'achever normalement le 11 mai. Un impact qui est vraiment court terme et qui illustre le choc des comportements et le choc d'un signe noir, c'est peut-être que vous l'avez vu hier, le prix du baril de pétrole américain a été négatif. Alors ça, c'est assez exceptionnel. C'est voilà, les producteurs de pétrole préféraient payer
les traders pour qu'ils obtiennent un baril de pétrole. Et ça, alors, de manière un peu plus humoristique, ça a encore circulé hier, et ça illustre ce qui se passe actuellement. Le prix d'un baril de pétrole est moins cher que celui d'un abonnement Netflix. Donc ça illustre ce qui est en train de se passer actuellement, le choc, c'est-à-dire que le pétrole qui est utilisé pour les déplacements vaut moins cher que le divertissement. Donc, ce signe noir va créer un choc d'une magnitude qui est rarement vue. On en voit toutes les décennies. Et ce qu'on peut dire, c'est que ce choc crée de l'incertitude, un grand niveau d'incertitude à court, moyen ou long terme. Donc, si on prend, pour faire un peu de philosophie et pour dire que les choses au final ne changent pas vraiment, c'est le fameux « je sais que je ne sais rien » de Socrate. Et plus précisément, ce qui se passe actuellement en termes d'incertitude au niveau des consommateurs, donc des entreprises, des directeurs en marketing et directeurs de communication, c'est quelle influence va avoir ce Covid, et quelle influence sur les comportements des consommateurs, que ce soit en fonction de leur âge, en fonction de leur centre d'intérêt, en fonction de leur localité, en fonction surtout du pouvoir d'achat. On va y venir juste après. Quelle va être l'évolution du pouvoir d'achat? Est-ce qu'il va augmenter, diminuer en fonction de groupes de segments que les marques devront reconstituer, parce que toutes les données passées vont devenir très rapidement obsolètes. Par exemple, on parle toujours en parlant de pouvoir d'achat, quelle est la distribution, la répartition dans les différents postes de dépenses. Peut-être que vous avez vu dernièrement qu'il y a deux éléments qui tirent un peu leur épingle du jeu actuellement. C'est le drive to store, donc ça c'est logiquement parce que les personnes restaient chez elles, donc elles devaient commander en ligne, faire du click and collect et aller en voiture chercher leurs courses. Et l'autre élément qu'on avait un peu moins vu venir, mais qu'encore une fois qu'on peut expliquer, c'est tout ce qui est bio, et tout simplement parce que les consommateurs, face à cette incertitude, cette anxiété liée à la santé, ils veulent consommer bio. Donc voilà deux exemples qui illustrent des changements brutaux qui sont apparus dès le début du confinement. Et la petite note qui apparaît sur la droite de l'écran, c'est une note qui est sortie de l'OFCE, qui est sortie hier, et qui indiquait que selon les chiffres de l'INSEE, il y a 100 milliards de consommation empêchée. Il prévoit un volume de consommation empêchée qui s'élève à 100 milliards d'euros entre mars et septembre. Et donc ça, en termes d'incertitude pour les dirigeants d'entreprise, les directeurs de com, directrices et marketing, c'est comment s'adresser aux consommateurs. Est-ce qu'ils vont devenir fourmis, c'est-à-dire garder cet argent, ce pouvoir d'achat qui n'a pas été dépensé lors du confinement, parce qu'il y a un grand niveau d'incertitude, parce qu'ils savent que l'avenir va être incertain, parce qu'il va y avoir du chômage, il va y avoir certainement une hausse d'impôts, parce que passer d'une dette qui représentait avant la crise de 100% du PIB, elle va passer à 112%, forcément les nouveaux impôts vont être levés. Donc est-ce que les consommateurs vont dire tout l'argent que je n'ai pas dépensé pendant le confinement, je vais le garder pour préparer l'après-crise, ou alors est-ce que les consommateurs vont faire ce qu'on appelle du revenge buying, c'est-à-dire comme ils ont été empêchés de consommer pendant un certain temps, est-ce qu'ils vont adopter plus un comportement de cigale, c'est-à-dire dépenser tout ce qu'ils n'ont pas pu dépenser. Et quand on sait que ça représente entre 0,5 et 1% du PIB, c'est entre 100 et 120 milliards d'euros, c'est une question qui n'est pas anodine. Donc, il y a beaucoup de choses qui actuellement, si on met dans la balance, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas, comme je disais, parce que le signe noir va créer beaucoup d'incertitudes pour tout le monde, que ce soit les consommateurs comme les dirigeants d'entreprise. Et nous, chez DAC, on essaye d'anticiper, donc de peser dans l'autre sens, d'anticiper ce qui peut se dérouler pour se préparer,
les entreprises. Donc, pour anticiper, c'est déjà, intéressons-nous à la crise. Qu'est-ce que la crise? Donc, peut-être que vous connaissez, c'est le cycle de vie des produits. Vous savez, il y a 4 phases. Il y a la phase de démarrage, la phase de croissance, de maturité et de déclin. Donc là, on va l'appliquer, on va l'adapter aux différentes phases de crise, avec encore une fois plusieurs phases. Donc, le normal, je ne vais pas en parler, c'est la phase de croissance et de démarrage. C'est derrière nous, c'est tout ce qui se passait entre janvier et février. Et du fait des biais cognitifs, personne, peu de monde, même si a posteriori c'est très facile de dire, on savait ce qui allait se passer, si vous aviez vu à Paris le 16 mars, après le confinement, il y avait encore des gens dans les rues, dans les parcs, donc ça, on passe rapidement. Là, l'étape que nous vivons actuellement, donc c'est le pic ou plateau de la crise. On ne sait pas encore si ça va réduire, si ça va rebaisser rapidement ou si on va avoir un plateau qui va être assez long. Et ça, les marques ont clairement eu, à partir du 15-16 mars, ont dû s'adapter rapidement, brutalement, déjà d'une part en organisation, en termes d'organisation, pour par exemple mettre en place des mesures de télétravail, et tout de suite après une phase de communication. Donc ça, c'est la phase que nous vivons actuellement. Donc on pense que toutes les marques maintenant sont bien conscientes qu'on est dans cette crise. Celles qui ont qui été préparées à une communication de crise peuvent tirer leur épingle du jeu. Celles qui n'étaient pas encore suffisamment préparées ont dû, en tout cas, s'adapter très rapidement. Les prochaines phases, il va y en avoir 2. C'est la fin du confinement. Donc là, on sait que apparemment, enfin, ça va, même si ça va être par étapes, mais déjà la date de départ, ça va être le 11 mai. Au départ, on ne savait pas si c'était par région en France ou même par âge. Apparemment, c'est au niveau national. Il n'y a que les écoles, par exemple Jean-Michel Blanquer, et ça va également avoir un impact sur la consommation et sur le travail, qui a dit que ça allait se dérouler en trois semaines. Donc voilà, les informations, il faut les anticiper. Et troisième phase de la crise. Donc ça, c'est quelque chose qui va s'inscrire plutôt dans le moyen long terme. Donc dans le temps long, c'est tous les nouveaux comportements. On sait que du fait du confinement, du fait du confinement, il va y avoir des comportements qui vont évoluer et qui vont s'adapter à ce qu'on appelle le nouveau normal. Oui, on va revenir à un normal, à une habitude, parce que les consommateurs, tout le monde va vouloir revenir à ce qu'ils connaissaient avant la crise. Tout ça, ça va prendre du temps et les comportements vont évoluer. On pense notamment tout ce qui est digitalisation. Donc, on va voir, ça va être un effet d'onde qui va se propager à partir du choc de la pandémie jusqu'à plus tard, par exemple septembre ou d'ici la fin de l'année. Donc, en fonction de l'éloignement temporel du choc, l'onde va se réduire, mais les consommateurs vont s'adapter. Donc, nous, ça c'est l'objet véritable du webinaire. Nous, on a mis en place chez DAC un modèle en 4A. Alors, on a essayé de faire quelque chose qui soit suffisamment simple et suffisamment large pour convenir à l'ensemble de nos partenaires et clients. On ne va pas donner forcément des exemples ultra précis sur les budgets, notamment combien coûte, parce que en fait, tout dépend. On va donner plutôt des axes de réflexion pour préparer les marques à prendre en compte à s'adapter aux prochaines étapes de la crise. Donc, comme si on prend l'image de l'iceberg avec la phase émergée de l'iceberg, donc ce qui n'est pas visible pour les consommateurs, pour les internautes, il y a d'abord cette première phase, je vais l'expliquer juste après, et la phase émergée de l'iceberg, celle qui est visible pour les internautes. Donc, dans la première phase, c'est tout ce qui est préparation en interne. Donc, il y a, donc ça c'est au sein des marques qui peuvent accompagner ou pas par des agences de conseil, de communication. Il y a une première phase, c'est la partie analyser. Analyser, en fait, c'est très simple, c'est anticiper au maximum les évolutions des comportements. C'est identifier l'ensemble des signaux faibles et limiter les biais cognitifs pour agréger, pour collecter un grand nombre d'informations que vous allez recouper pour aller identifier une piste, un signal faible
qui va devenir de plus en plus émergent. Tout ça, cette première approche que je vais détailler après, va vous permettre d'adapter votre savoir-faire. C'est-à-dire votre savoir-faire, ça va être principalement de l'organisation. On va voir avec des exemples de Noroto, des exemples d'organisation et des exemples de communication. On va voir également après. La troisième phase, donc, ça va être annoncer. Donc ça, c'est ce qui va être visible par les internautes. Donc c'est la phase émergée de l'iceberg. Donc on arrive dans la communication externe. Et au lieu de savoir-faire, c'est le faire savoir. Le faire savoir, c'est très simple, c'est adopter une communication qui va permettre à votre marque de sortir du lot et de limiter, ça c'est important, les effets d'imitation et surtout d'attentisme des consommateurs et internautes. On va le voir, il va y avoir une communication massive de l'ensemble des marques à partir même début mai pour préparer l'après-confinement. Donc les marques qui n'auront pas le message local adapté et correctement ciblé seront perdu dans le bouillonnement de la communication. Et la quatrième étape, c'est animer. Animer, concrètement, ça veut dire réengager. Là où la phase annoncée, on va réenclencher la communication en répondant aux attentes des consommateurs, on va animer lors de la quatrième phase pour réengager. Un élément aussi important, c'est annoncer et animer. On va créer un cercle vertueux pour analyser, pour améliorer de manière itérative. Et un élément ultra important, c'est l'aspect local. Pourquoi local? C'est tout simplement parce que les recherches des internautes sont locales. Si on prend, alors ça c'est une information sur Google Trends, vous pouvez faire cette recherche, le thème près de chez moi, depuis 2015, même depuis 2010, là on a pris sur les 5 dernières années, croît énormément. Tout simplement parce que les internautes sont sur mobile. Et on voit que Google anticipe une hausse très importante des recherches locales dans les jours, semaines à venir. Pourquoi? Parce que les internautes vont rechercher des informations locales, vont rechercher des circuits courts de distribution, vont vouloir contrôler en fait leur consommation. Et le local va être un élément rassurant pour eux. Ils vont aller voir leur commerce de proximité. Ils vont aller voir les produits de proximité. On a déjà vu avec le bio, ça va être comment ils vont consommer local avec des produits qui sont bons pour leur santé. Et l'autre élément aussi très important, pourquoi local? Parce que tout simplement, l'impact du Covid, alors là, c'était malheureusement, le nombre de décès par département. Ça va avoir un impact sur la perception des consommateurs, sur leur niveau d'anxiété, sur leur niveau d'incertitude. Et encore une fois, si les marques n'ont pas le bon message adressé aux bonnes personnes au bon moment et surtout au bon endroit, elles ne seront pas écoutées, pas entendues. Donc, ce que nous allons faire, c'est, on va revenir sur les 4A. Donc, anticiper en analysant. Donc là, ce que nous allons faire, c'est utiliser toutes les données, on va le voir juste après, données internes et externes qui sont disponibles. Vos data scientists vont être les pièces maîtresses en fait de ce cadre, de ces 4A. Pourquoi? Parce qu'elles vont vous aider à anticiper les comportements et à identifier les signaux faibles. Donc, en termes de données internes, vous les connaissez, vous avez vos analytics, que ce soit Google Analytics, Adobe Analytics ou AT Internet, vous avez vos propres données. Ça, même le Google Search Console ou Google My Business dans la dimension Drive to Store pour les marques qui ont certains magasins qui sont encore ouverts. Ça, vous pouvez, ça c'est une information qui est ultra fiable et c'est forcément à regarder parce que ça va vous donner des informations sur vos consommateurs. N'oubliez également pas le modèle d'attribution. Le modèle d'attribution, c'est comment s'effectue le tunnel de conversion et donner un poids à différentes étapes du tunnel de conversion. Il y avait une autre étape, voilà. Il y avait un autre élément, c'est données externes. Avec les données Google, peut-être que vous avez vu, Google a communiqué un rapport qui s'appelle Mobility, qui donne les informations sur les déplacements
des mobinotes. Il y a également, peut-être que vous connaissez, ces Global Web Index qui donnent des informations très, très détaillées, très, très fines. Alors, ça, c'est au niveau national, sur les comportements et attentes des consommateurs. Donc, tout ce qui est données externes, vous avez, on en a déjà parlé, tout ce qui est Google Trends. D'autres données externes, c'est tout ce qui est social listening. C'est crucial d'écouter ce qui se passe en ce moment sur Internet, d'écouter ce que disent les internautes, analyser leur attente. Là, c'est un exemple, donc notamment, par exemple, vous pouvez utiliser un outil qui s'appelle NetBase, qui va analyser tout le discours sur les réseaux sociaux. Vous voyez un nuage de mots-clés qui est en lien avec le coronavirus, et on voit tout de suite, par exemple, que Netflix, on parlait tout à l'heure du coût de l'abonnement de Netflix par rapport au prix du baril. Netflix va s'en sortir, va tirer son épingle du jeu actuellement. Autre élément, c'est tout ce qui est donné veille concurrentielle. La veille concurrentielle, ça va être très important parce qu'il y a une note de Sequoia Capital qui est sortie le 5 avril dernier qui dit qu'à chaque crise de type signe noir, il y a un nouvel acteur qui vient bousculer, voire complètement renverser le marché. Google a renversé le marché suite à l'éclatement de la bulle en 2001. Airbnb a complètement disrupté les hôtels suite à la crise de 2007, la crise financière 2007-2008. Donc certainement, c'est sûr, il va y avoir un acteur qui va émerger, alors qu'il soit chinois, européen, américain, on ne sait pas, qu'il soit digital ou omnicanal, on ne sait pas encore, mais c'est aux marques de bien analyser leur environnement concurrentiel pour analyser leurs concurrents directs qu'ils ont actuellement, voir déjà comment ces concurrents font pour absorber cette crise et voir également pour identifier les nouveaux acteurs qui vont émerger. Et il y a également pléthore d'études et de recherches. Alors on cite certains instituts comme Comscore, eMarketer, Nielsen, Attentive qui donnent des informations sur mobile, Statista ou même Forrester. Et enfin le dernier, c'est tout ce qui est comportement, c'est analyser, lire la presse pour voir, pour identifier les comportements dans les lieux où la fin du confinement a été décidée. Par exemple, je ne sais pas si vous avez eu cette information, à Guangzhou, donc qui a été déconfiné entre guillemets samedi, enfin, la semaine dernière, le magasin, le flagship Hermès à Guangzou a ouvert samedi dernier et a enregistré 2,7 millions de dollars de ventes, dont un sac à 220 000 dollars. Voilà, ça c'est typiquement, quand je parlais de fourmis ou cigales, typiquement, alors typiquement c'est un comportement de cigale, on va dépenser, on fait du revenge buying. Donc c'est un secteur, le luxe, qui est extrême. Hein, c'est souvent en cas de crise, le luxe fait office de valeur refuge. Mais il faut regarder même d'autres secteurs pour voir les comportements généraux. Voilà, donc là, c'est en résumé. On vous enverra la présentation. Sachez que si vous n'avez pas mis en place toute la collecte de ces informations, nous, on vous conseille de le faire dès maintenant pour les prochaines phases de la crise, sachant que la fin du confinement aura lieu dans moins de 3 semaines maintenant. La deuxième étape, c'est tout ce qui est adapté. Donc là, c'est le savoir-faire. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est adopter un état d'esprit qui ne soit pas un frein à l'évolution, frein au changement. Il va falloir changer. Si vous n'adaptez pas, que ce soit votre organisation ou votre communication, d'autres vont le faire à votre place et vous allez être dépassé. Donc, par exemple, là, c'est ce qu'on a mis en place pour Noroto en termes d'organisation. Vous allez pouvoir digitaliser vos équipes en leur donnant le contrôle des informations qui sont liées au magasin. Donc là, en l'occurrence, au centre auto. En digitalisant vos équipes, en donnant le pouvoir aux directeurs ou directrices de centre ou plus globalement directeurs ou directrices de magasins, vous allez raccourcir les circuits de décision. Donc, être beaucoup plus rapide et vous allez pouvoir vous adapter beaucoup plus rapidement. La décentralisation peut être une force. Et ça, en digitalisant vos équipes, vous allez pouvoir contrôler cette décentralisation. Autre exemple, en termes d'organisation, c'est les offres et services. Encore une fois, Noroto, peut-être que vous l'avez vu, a mis en place, donc a revu son organisation, revu ses
son organisation en termes de centres ouverts, c'est-à-dire que Noroto a ouvert des ateliers de secours pour venir en aide aux personnes qui en avaient besoin. Nous, on a un autre exemple que celui de Noroto, c'est avec un client de notre bureau en Espagne, c'est Vitaldent. Vitaldent, c'est un réseau de dentistes qui a également adopté cette même organisation en ouvrant des cabinets aux personnes qui en avaient besoin, liés aux urgences dentaires. Je voulais juste faire un petit aparté sur la digitalisation, justement l'enjeu de Noroto. C'est vrai que ça aussi, c'est quand même un enjeu pour les entreprises de faire monter en compétences leurs équipes, qui n'est pas toujours évident. Et DAC a justement des solutions de formation pour ce genre de choses. On a notamment formé pour Noroto les différents pays à notre outil pour que justement cette digitalisation se fasse. Voilà. Pour la partie communication, ça va être très important d'adapter vos contenus. En fait, les marques qui vont se dire, OK, que ce soit avant, pendant ou après le Covid, on communique le même type de message. En fait, elles vont, entre guillemets, droit dans le mur. Il va falloir adapter la communication. Pourquoi ? Parce qu'on parle beaucoup d'anxiété. On vit une situation assez anxiogène actuellement, même si c'est un peu en train de se réduire, et tant mieux. Il faut identifier les sources d'anxiété. Donc les sources d'anxiété, elles sont assez bien documentées. Il y a pléthore d'études qui parlent de ça. Pour citer deux types de sources, un, c'est le manque de familiarité par rapport à un événement que personne n'a jamais connu, comment se comporter, qu'est-ce qu'on attend dans ce cadre. C'est comme un lapin qui est pris dans la lumière des phares, il va arrêter de bouger parce qu'il n'aura pas le temps d'analyser. Une autre source d'anxiété, c'est tout ce qui est faible sentiment de contrôle sur son environnement. On ne sait pas l'impact, le résultat des décisions qu'on va prendre. Je parlais tout à l'heure des consommateurs, s'ils adoptent une attitude fourmi ou cigale, s'ils sont cigales, ils se disent, OK, demain, je vais pouvoir consommer. Donc, en termes de contenu, en termes de messages, il faut bien évidemment améliorer le sentiment de contrôle et, donc ça c'est vraiment sur les messages forts, messages clés à diffuser, et faire preuve d'empathie. D'empathie, pourquoi ? Parce que certains consommateurs, certaines personnes sont en train de vivre un traumatisme. Alors notamment, si on parle en région Île-de-France, les familles qui vivent confinées dans un appartement qui n'est pas aussi grand qu'une maison à la campagne, forcément, elles vont moins bien vivre ce confinement que d'autres. Par exemple, ce type de contenu pour le 11 mai, c'est vous allez devoir adapter, rassurer les internautes en essayant de les projeter dans un futur contrôlé, c'est-à-dire donner le plus d'informations possible. Et là, c'est l'exemple qui est cité avec Noroto, c'est ils ont créé une rubrique spécifique sur leur site pour guider les internautes, pour, encore une fois, séquencer les prochaines étapes qu'ils pourraient vivre, soit online, soit offline, pour, encore une fois, les rassurer. Donc, la troisième partie, c'est annoncer. Alors là, on arrive sur la partie faire savoir. Là, concrètement, c'est réenclencher toute la communication. C'est éviter les comportements d'imitation et d'attentisme. Ça, encore une fois, c'est extrêmement bien documenté. En cas d'incertitude, en cas de on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, les personnes vont arrêter d'agir et vont regarder, c'est une stratégie d'imitation, vont regarder ce que font les autres consommateurs pour prendre leurs décisions. Et ça, en termes donc à partir annoncé, donc c'est, on va dire, si on prend l'exemple de la fin du confinement le 11 mai, il va y avoir énormément de marques qui vont communiquer. Il va y avoir une bulle de communication massive sur Internet ou même partout sur les médias. Et les marques qui auront choisi un message local, adapté et bien ciblé, vont pouvoir permettre d'y voir un peu plus clair, d'aider les internautes
à prendre des décisions. Et encore une fois, les marques qui n'auront pas correctement préparé toute leur communication avec des messages ciblés, des messages locaux et adaptés, en faisant preuve d'empathie, en essayant de les projeter dans un avenir contrôlé, seront englués dans ce brouhaha. Donc, un exemple, c'est informer. Si on parle de leviers, vous savez, entre les leviers paid, on, earn, donc les leviers on, ce sont tous les leviers qui sont détenus par la marque. Informer, donner des informations pratiques à vos internautes. Donc, c'était vrai dès le début du confinement, ça sera également vrai à partir du 11 mai. Quels magasins sont ouverts? À quelle heure? Quelles mesures d'hygiène ont été prises par vos équipes pour, d'une part, les protéger, elles, vos employés, vos collaborateurs, mais également quelles mesures d'hygiène ont été prises pour protéger les personnes qui se rendent dans les magasins. Donc là, c'est deux exemples que nous avons fait pour réaliser pour Noroto. C'est le store locator. Donc ça, c'est très important parce que les internautes vont rechercher une information sur une source fiable. Et l'autre aspect, c'est tout ce qui est Google by Business, donc la partie multidiffusion, donner les informations partout. Autre élément sur les leviers paid, on, je veux dire, c'est Facebook. Communiquer, entretenir le lien avec les internautes. Ça, c'est ultra important. On va y revenir ensuite. C'est informer également grâce à vos leviers on pour que ces informations soient reprises sur le earn. Donc, le earn, c'est tout ce qui est bouche à oreille. C'est la presse qui va en parler. Un exemple également avec Noroto qui va aider les personnes dans leur mobilité, et ces types d'informations va être prise, relayées par la presse. Avec ici un exemple sur les voitures de soignance qui sont dégradées à Armentières, et Noroto est venu dépanner gratuitement. Toutes les marques qui vont mettre leur offre, leur service au service de l'intérêt général vont accroître leur engagement, vont augmenter leur capital sympathique. Et les internautes, les personnes vont se souvenir de cette communication après, voire bien après la crise. Et là, donc ça c'est en résumé, je vais passer rapidement. Et la dernière étape, c'est animer. Animer, globalement, c'est réengager. Là où, juste avant, on était plus dans le fait de réenclencher la communication avec des informations pratiques, là, ce qu'il faut faire, c'est réengager avec du contenu chaud, avec du contenu qui va améliorer le sentiment de proximité. Là encore, deux exemples publiés sur la page Facebook de Noroto qui visent à alimenter, à donner à inspirer les internautes avec des jeux concours et des activités pour les enfants, toujours dans le cadre de l'univers de marque. Après, on a parlé donc des leviers on, donc détenus par la marque, des leviers earn, donc tout ce qui est bouche à oreille et presse. On va parler donc, sur la pression publicitaire des leviers paid. Ça, c'est encore une fois très important. Alors, si vous avez le budget, ne le coupez pas. Ou en tout cas, essayez de maintenir et de revoir l'allocation budgétaire pour chaque levier. Pourquoi? Il y a Kantar, qui est un institut, qui a publié en mars 2020, donc très, très récemment, une analyse, une estimation de si une marque coupait ses investissements publicitaires pendant 6 mois, quel était l'impact en termes de notoriété. Et on se rend compte que si une marque coupait l'investissement publicitaire, la réduction de notoriété serait de 39%. Et cette réduction de notoriété, elle sera très, très difficile de retrouver a posteriori. Donc, ça, c'est, si vous avez des petits budgets, c'est tout à fait normal que vous disiez on coupe. En tout cas, nous, ce qu'on conseille, c'est de réallouer les différentes dépenses par budget, notamment dans le cadre de la crise, c'est faire plus de search, que ce soit en SEO ou en SEA, pour répondre aux attentes des consommateurs, et progressivement réaugmenter vos budgets lors de la phase animée sur du social, voire du display, pour réaugmenter la notoriété. C'est la pression publicitaire au local. Pourquoi? Parce que imaginez que si on prend, par exemple, une communication
naturelle, donc gratuite, vous communiquez le même message avec la même pression, très bien, vous n'y gagnez pas grand-chose. Alors que si vous appliquez la même pression publicitaire au niveau national avec le même message, alors que, comme on a vu, par exemple, il va y avoir une différence de perception et une différence d'attente entre le Grand Est, qui a été lourdement touché, et moins la Bretagne, et heureusement moins la Bretagne, il va falloir adapter au local la pression publicitaire. Donc ça, c'est en termes de budget, présentation. En fait, je reprends la parole parce que c'est plus commercial. Juste pour vous expliquer très rapidement que ces 4A ont pour but, en fait, de trouver le time to market local, de trouver l'avantage compétitif grâce à une visibilité accrue, grâce à un message qu'on va essayer de communiquer, qui va nous permettre de créer un engagement qui va répondre aux attentes exprimées ou l'attente des consommateurs, et tout ça dans le but de relancer, stimuler l'activité. C'est vraiment ça le but. Donc, on vous a expliqué les 4A pour justement trouver ce moment et cet avantage compétitif et être là quand il le faut, comme il le faut, pour pas rater le moment de communication et de messages adaptés. Oui, ça c'est comme disait Joël, les 4A, nous on a les offres et les équipes pour vous accompagner lors des différentes phases, anticiper avec du marketing science, du adapter avec du contenu, annoncer avec différents leviers et animer avec tout ce qui est social et conversationnel. Nous, ce qu'on dit, c'est prenez ce modèle, prenez ce cadre, prenez ce modèle des 4A et répétez-le différentes phases. Donc, on retrouve les différentes phases de la crise qu'on a énoncées en amont. Donc, réappliquer ce modèle à la fin du confinement. Donc, ça, en termes de timing, c'est anticiper dès maintenant, mettez en place, collectez le maximum de données pour qu'à partir du 1er mai ou du 2 mai, vous puissiez commencer à produire de nouveaux contenus adaptés à la fin du confinement pour que vous puissiez annoncer dès le 11 mai. La phase 3, liée au nouveau comportement, vous allez pouvoir avoir un peu plus de temps, parce que ça, ce sont des changements qui vont s'opérer dans la durée, mais mettez en place des capteurs pour, encore une fois, analyser. Mettez en place un état d'esprit en interne lié à l'organisation de vos équipes, au fait de ne pas freiner les évolutions, parce que les évolutions seront vitales pour toute entreprise à court, moyen ou long terme. Voilà, nous avons fini sur ce webinaire avec le modèle en 4A qui, nous l'espérons, vous permettra déjà de séquencer, de structurer votre approche et de mieux préparer les différentes phases, prochaines phases de la crise, que ce soit, comme je le disais à l'instant, la phase 2, fin du confinement, et phase 3, s'adapter aux nouveaux comportements pour, encore une fois, obtenir un avantage compétitif. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire augmenter la visibilité de votre marque, encore une fois au local, avec des messages qui sont en adéquation avec les attentes qui soient exprimées ou même l'attente de la part des internautes, et ça pour relancer, au pire des cas, ou en tout cas soutenir votre activité commerciale. J'ai des petites questions avant de vous libérer. On nous demande des idées de coûts pour mettre en place tout ça. Alors, je pense que c'est un petit peu compliqué de parler de coûts aujourd'hui parce que d'abord, ça dépend un petit peu quels sont vos enjeux à vous, quelle sorte de données vous avez. Je crois que c'est assez difficile de répondre à cette question, mais vous avez nos coordonnées, donc c'est très facile de revenir vers vous et de vous faire une réponse un petit peu plus adaptée, personnalisée. J'ai une autre question, Cédric, plus pour toi sur quid du pilotage des leviers, Data Lake, DMP, est-ce que c'est d'actualité en cette période de Covid? Alors, pilotage des leviers, j'en ai brièvement parlé. On pense que tout ce qui est phase de crise, vous savez, annoncé, là, on va plus adopter des leviers de search pour répondre aux besoins exprimés par les internautes. Donc, assurez-vous que tout ce qui est SEO, vous soyez déjà
déjà bien optimisé. Si vous n'êtes pas suffisamment optimisé, mettez en place des campagnes de SEA, encore une fois au local, pour adapter vos messages en fonction des niveaux d'incertitude. Ça, c'est les premières phases. Et après, augmenter, on va dire, balancer un peu plus vers des campagnes médias sur les réseaux sociaux pour augmenter le sentiment de proximité. Et là, vous allez pouvoir animer vos communautés. La deuxième partie de la question, c'était DMP et Data Lake. Ça, c'est lié aux données. Alors nous, ce qu'on conseille, c'est ce qu'on conseille, c'est de faire toujours tourner vos algorithmes, toujours agréger de la donnée, que ce soit dans votre DMP ou au mieux si vous avez un data lake, agréger, collecter les données, mais ayant en tête que ces données peuvent être vite obsolètes. C'est-à-dire qu'il va y avoir des nouveaux segments qui peuvent apparaître. Donc, mettez vos équipes de data scientists sur ces nouvelles problématiques, parce qu'un segment A qui a été identifié auparavant ne sera peut-être pas identique, n'aura probablement pas les mêmes attentes, la même perception de la marque, des services que vous proposez. Alors, une autre question sur combien de temps pour mettre en place tout ça. Je pense que tu as été assez clair sur le fait que c'est aujourd'hui qu'on prépare le 11 mai. Il faut environ 3 semaines, à mon sens, corrige-moi si je me trompe, pour pouvoir anticiper et analyser tout ça. Oui, là, si on parle de se préparer à la phase 2 de la crise, effectivement, toute la partie analyse et adaptation, comme dans l'image de l'iceberg, c'est une partie qui est très importante. Donc, plus tôt vous commencez, mieux c'est. C'est-à-dire que là, si vous n'avez pas de données en interne, faible vision de ce qui se passe sur vos Google Analytics et vous ne connaissez pas les différentes sources de données externes, effectivement, faut commencer dès maintenant. Pour ce que je disais, hein, c'est vous analyser à partir d'aujourd'hui jusqu'à fin avril. Donc, on se rend compte que déjà, on est un peu dans l'urgence par rapport à la fin du confinement. Annoncer, donc produire les contenus. Si on parle toujours de la fin du confinement, c'est entre le 2 mai et le 11 mai, pour pouvoir les mettre en ligne le 11 mai. Pour la partie 3, donc les nouveaux comportements, là, on va avoir un peu plus de temps. Je parlais d'effet d'onde tout à l'heure, l'amplitude de l'onde va en décroissant en fonction de plus on s'éloigne de la crise. Ça, c'est quelque chose, de toute façon, il va falloir mettre en place, positionner les différents capteurs pour... J'ai beaucoup parlé de signaux faibles, mais c'est vraiment ça, parce qu'un signal faible il peut y en avoir qui vont tout de suite mourir parce que le comportement ne va pas perdurer, alors que d'autres vont émerger. Si je reprends l'exemple du bio ou du drive ou des circuits courts locaux, voilà trois exemples qu'il va falloir valider dans le temps, à moyen et long terme. Ok, c'est bon, je crois qu'on a fait un peu le tour. De toute manière, il est 1h, donc ça fait 1h, je veux dire. Donc, on est toujours là pour répondre aux questions des gens qui ont été intéressés par cette intervention, j'espère, et qui ont encore des questions à nous poser. Merci à tous. Merci beaucoup à toi, Xavier, d'avoir pu être témoin et parmi nous. Et à revoir tout le monde. À bientôt, j'espère, pour un autre sujet de webinar. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci, au revoir.